procéder à la réparation des préjudices conformément aux recommandations de la CVJR. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et ses partenaires y ont planché pendant 5 jours. Au finish, des pistes de solutions préconisées pour soulager les uns et les autres. Comment amener les contribuables à payer librement les impôts? C'est aussi l'autre question au menu de cette édition, à découvrir les innovations de l'OTR pour mettre en confiance les citoyens dans leur relation avec le fisc. Sérieux revers pour les éleveurs de volailles au Nigeria, la grippe aviaire fait rage dans ce pays. Plus d'1,5 million de têtes de volailles ont déjà été abattues. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Une nation togolaise paisible et réconciliée avec elle-même. C'est le vœu de tous pour amorcer dans la solidarité l'œuvre de construction du pays. La voie est toute tracée par la CVJR. Comment mettre en œuvre ces recommandations, surtout en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par les uns et les autres. C'est l'exercice auquel s'est livré le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et plusieurs acteurs de la société togolaise. Les indices énumérés par la CVJR ont été scrutés de fond en comble. Des pistes de solutions ont été proposées pour l'apaisement des cœurs. Il va dévier. En vue de réussir efficacement sa mission, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a initié cette rencontre ouverte par le Premier ministre Komi Selon Klasu à notre sein. 4 thèmes ont fait l'objet des échanges durant les 5 jours de travaux et qui ont dans une feuille de route proposé notamment des stratégies de mise en œuvre efficace du programme de réparation de la CVJR, des formes de réparation en adéquation avec les réalités socio-culturelles du pays et des pistes devant aider le HCRUN à faire la différence entre les projets de développement qui sont des impératifs pour le gouvernement et des réparations communautaires qui sont des droits pour les communautés compte tenu des violences vécues et enfin proposer un document dit appel à engagement de notre et qui doit appeler tous les Togolais à adhérer au programme de réparation. 7 jours de travaux que la présidente du HCRUN, Madame Awanana Daboya, juge à la clôture de la rencontre ce 25 juillet 2015, très important pour la suite de la mission du HCRUN. Nous avons focalisé, du moins choisi, le thème ou le pilier de la réparation parmi les recommandations de la CVJR et pour cause, parce que nous souhaiterions d'abord enclencher donc ce processus sur la voie selon laquelle les cœurs apaisés, tous ensemble, nous contribuerons à ce processus de réconciliation et à instaurer la paix chez nous, terre de nos aïeux. C'est à ce titre que nous sommes tous heureux de voir les participants ont contribué suffisamment, qui de par les recommandations, qui de par les contributions de très haut niveau. À l'issue de la rencontre placée sous le thème « La réparation des victimes dans un processus de justice transitionnelle », les participants se sont dit satisfaits de la feuille de route proposée par le travail issu des 4 commissions formées par les participants au cours de la rencontre. Ça me rend confiant. Je suis optimiste par rapport à ce que nous avons vu, à ce que nous avons entendu et aux travaux que nous avons eu à réaliser au cours de ces 4 jours. Les participants à cette rencontre ont lancé un appel à engagement à l'endroit des Togolais, société civile, autorités politiques et gouvernementales, sans oublier la diaspora et les partenaires à soutenir les actions du HCRUN dans la mise en œuvre du processus de réparation. Les contribuables à payer librement les impôts. Question qui part du principe selon lequel les opérateurs économiques par réflexe civique doivent honorer leurs engagements vis-à-vis du fisc, ce qui n'est pas forcément le cas. Les commerçants et artisans redoutent toujours la visite des agents fiscaux, souvent par ignorance, une méfiance que tente de combattre l'OTR en mettant les contribuables en confiance, en les traitant comme de véritables partenaires. Prudence Zinsou.
Le paiement de l'impôt, acte civique qui concourt au renflouement des caisses de l'État au profit des dépenses publiques. Exercice ignoré ou parfois méprisé par certains contribuables. La mauvaise interprétation des textes de loi fiscale fait aussi partie de cette négligence qui sape l'économie du pays. Mais bon nombre de contribuables s'interrogent aussi sur l'importance et l'utilisation qui est faite de l'impôt collecté. On apprécie le citoyen à partir de sa contribution qu'il fait aux charges de l'État. En ce moment seulement, il peut se dire je suis citoyen. Et si on construit les routes, les hôpitaux, les gens qui n'ont plus à l'hôpital, il doit se dire que sa contribution, c'est ça. Il contribue aux charges de l'État et fait en sorte que désormais, il y ait des médicaments à l'hôpital, que des routes soient construites, que les besoins sociaux des populations soient réalisés. Avec la mise en place de l'Office supérieur des recettes OTR pour assainir les finances publiques et mobiliser plus de ressources pour l'État, de nouvelles mesures ont été introduites dans le système de collecte des impôts. Le contact humain avec les fonds collectés est beaucoup plus réduit et il y a plus de célérité dans les transactions avec l'informatisation des procédures. Les contribuables sont aussi traités comme des partenaires de l'OTR. Ce ne sont plus nos caissiers qui collectent l'impôt, mais c'est des professionnels. On finit alors en ce moment la petite manipulation qui engendre des fois des pertes de deniers publics, etc. L'impôt est perçu par les professionnels et si vous faites un tour chaque soir, vous allez voir que vers un certain nombre, vers une certaine heure, les fonds directement sont convoyés au trésor public. Nous avons des numéros ici. Un centre d'appel, le 9201 qui est là, ouvert tous les jours, et sur lequel on peut appeler et avoir des renseignements. La politique de communication et d'éducation des contribuables instaurée par l'OTR porte déjà ses fruits. Le civisme fiscal rentre progressivement dans les habitudes des opérateurs économiques. Le paiement de l'impôt est aujourd'hui perçu comme un devoir civique et citoyen pour participer au développement du pays, notamment dans la construction des infrastructures socio-communautaires. Vu l'ampleur des activités économiques que l'État est en train d'opérer, vu tout ce que l'État est en train de déployer, si on dit qu'il n'arrive pas à s'appuyer, c'est de mauvaise foi. Parce qu'il y a une communication qui est autour de tout ça. Puisque la vie même en dit tout. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut aller chercher quelqu'un de force pour qu'il vienne payer les impôts. Non. Parce que les gens de la nuit, un peu partout dans les maisons, sur la route. Pour qu'un pays se développe, il faut que la population de ce pays, chacun à son niveau, puisse contribuer pour le développement et l'avancement du pays. Par rapport aux nouvelles stratégies qu'a instauré l'OTR, nous trouvons que les activités, ça facilite le paiement plus rapide. L'OTR compte renforcer sa stratégie de communication et de sensibilisation afin d'accompagner les contribuables à mieux comprendre l'impôt et à l'adopter plus facilement. Les allègements fiscaux, les exonérations, la facilitation et la souplesse des procédures de création d'entreprises sont autant d'innovations entreprises par l'État togolais pour promouvoir les investissements étrangers et l'éclosion des PMI. Un clin d'œil spécial est aussi fait à l'endroit de la diaspora par des mesures incitatives. Eh bien, l'ONG Vision Solidaire s'approprie le concept. Elle a lancé la 4e édition de la campagne Niaouzon, cap d'accueil par excellence des Togolais de la diaspora en vacances au Togo. Les explications de Clarisse Satikle. L'aventure
de la diaspora togolaise au pays est de plus en plus facilité par des mesures incitatives mises en place par le gouvernement. En appui à ces initiatives, l'ONG Vision Solidaire lance la 4e édition de la campagne Miaouezon qui vise à assurer un accueil digne et chaleureux aux Togolais de la diaspora de retour au Togo pour les vacances d'été, tant à l'aéroport de Lomé qu'au poste frontière terrestre. Cette campagne couvre l'aéroport international Gnassingbé Yadima de Lomé, le poste de frontière d'Aflao. À ces points stratégiques, nous avons des volontaires qui sont déployés pour distribuer des guides d'accueil aux Togolais de la diaspora et les informer sur les mesures incitatives prises par le gouvernement togolais pour faciliter le retour de la diaspora et les investissements de la diaspora au Togo. Nous aurons également à entretenir la diaspora de retour sur les mesures au niveau fiscal et au niveau des douanes dont ils peuvent bénéficier pour leur investissement au Togo. Les jeunes volontaires, 11 au total, seront donc positionnés à l'aéroport international Gnassingbé Yadima et à la frontière d'Aflao pour apporter une assistance aux Togolais de l'étranger. Ils seront par la même occasion sensibilisés sur la nécessité d'investir dans leur pays d'origine pour booster son développement. Si vous accueillez bien vos compatriotes qui sont à l'extérieur, ça veut dire qu'ils vont venir souvent. Donc ils viendront ici investir, il y a d'autres qui viennent pour investir, il y a d'autres qui viennent juste pour transférer leur savoir-faire, leur connaissance. Donc ça va amener de plus en plus de Togolais à venir soit investir, soit donner des cours comme ces professeurs-là, soit aider sur le développement local. La campagne s'étend sur toute la durée des vacances. Elle prend aussi en compte une caravane qui va sillonner tout au long du mois d'août les villes d'Anero, Palimé et Atapamé pour discuter avec les municipalités sur l'appui de la diaspora au programme de développement communal. Consciente de l'importance stratégique des mers et des océans dans le développement socio-économique de l'Afrique et préoccupée par la recrudescence de l'insécurité dans le domaine maritime, l'Union africaine a adopté lors de sa 22e session ordinaire la stratégie Afrique intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Et dans cette stratégie, la décennie 2015-2025 a été retenue comme la décennie africaine des mers et des océans. Et le 25 juillet, journée africaine des mers et des océans. La première édition a été célébrée samedi à Nero, ville côtière du sud du Togo. Alors, cette stratégie africaine intégrée pour les mers et des océans à l'horizon 2050, dite stratégie M2050, va permettre de mettre en valeur et de profiter effectivement de l'économie bleue. L'Union africaine y est très engagée. Les mers et les océans constituent donc une source énorme de richesses à exploiter, de plus amples détails avec Edem Sousoupo. Les océans et les mers constituent un vaste espace d'échanges commerciaux. Ils représentent 70% de la surface du globe, régulent le climat et nourrissent des milliers de personnes. Les eaux continentales, l'océan Atlantique, sont sous pression. Au fil des années, les activités telles que la pêche et la navigation se sont intensifiées, tandis que de nouvelles activités telles que l'aquaculture ou les énergies renouvelables en mer ont fait leur apparition. Ces activités ont souvent lieu dans un contexte d'insécurité et de dégradation de la biodiversité. Ceci engendre des pertes de recettes directes chiffrées à des centaines de milliards de dollars, sans compter les pertes en vies humaines. L'Union africaine veut prendre les choses en main et amener les populations à tirer profit de ces ressources naturelles.
La stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 offre un vaste espace de protection et d'exploitation durable de l'environnement africain pour la création de richesses marines. Il était important que les Africains réfléchissent sur une approche cohérente et harmonisée pour pouvoir mettre en valeur les richesses de leurs mers et de leurs océans. Il s'agit pour les États africains, à partir de cette stratégie, de faire en sorte que toutes les richesses, toutes les ressources marines puissent profiter à leur développement et partant donc au bien-être des peuples d'Afrique. Fondamentalement, il s'agit de faire en sorte que la mer et l'océan permettent au peuple d'Afrique de connaître un bien-être à travers une lutte conséquente contre la pauvreté, la précarité et le chômage. L'Afrique, deuxième continent de par sa superficie, couvre un cinquième de la surface totale de la planète. 38 pays sont côtiers ou insulaires. Avec ces îles, son littoral représente plus de 26 000 nautiques. Des atouts non négligeables si l'on sait que le commerce international joue un rôle important dans les économies africaines avec plus de 90% des importations et exportations effectuées par mer. Tous les projets initiés aujourd'hui en rapport avec l'environnement doivent tenir compte des effets des changements climatiques. Les projets de reboisement constituent une part des solutions préconisées pour amenuiser ce phénomène. Dans la préfecture d'Agou, 50 hectares seront reboisés par les communautés à travers l'ONG CADO. Robert Motogbe, Carmen Madiakabo. Face aux affres du changement climatique, les coordonnateurs des projets et programmes environnementaux au Togo définissent de nouvelles orientations. Désormais, les 13 projets mettront en synergie leurs différentes actions engagées sur le terrain. Les structures responsables des thématiques de foresterie auront une plateforme d'échange et de partage sur leurs interventions. De nouvelles mesures pour éviter la reprise et les interférences dans la mise en œuvre des projets. Nous avons compris que depuis l'année passée, il y a eu d'autres projets qui vont démarrer, dont l'exécution va démarrer cette année. Et donc il faudrait que nous nous assurons que ce ne sont pas des projets déjà pris en compte dans les projets déjà en exécution. La Banque mondiale finance 2 projets au niveau de l'environnement. Le premier projet, c'est le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Et puis de l'autre côté, c'est justement la réduction des risques de catastrophes et la gestion des catastrophes, notamment les inondations que nous connaissons. Le Togo reste un pays à faible couverture forestière, 6,8% en 2010. Des politiques et programmes sont élaborés pour relever le niveau de couverture et le code forestier est venu en appui pour promouvoir et conserver les forêts. Il s'agit entre autres du système national de réhabilitation des aires protégées, le PRAF. Il y a le projet de création des réserves de biosphère qui est accompagné par la GIZ, transfrontalier du Mono qui est accompagné par la GIZ. Il y a le projet de réduction des émissions des gaz à effet de serre en provenance des forêts, qui est aussi accompagné par la GIZ. Il y a ce que nous appelons le projet PODRA volet 3, bois énergie, qui est également accompagné par la GIZ. Déjà sur le terrain, la communauté d'Amavenu dans l'Agou se met au pas
pour la réhabilitation des forêts. 32 000 plants de 5 espèces différentes seront mis en terre sur un espace de 50 hectares. C'est un site où la communauté s'est engagée. Ils ont déjà produit des plants, je crois autour de 36-38 000 plants au niveau de la pépinière qui a été aménagée. Maintenant, ils ont déjà commencé dans cette saison de pluie les travaux de plantation. Mais ensemble avec le ministère, nous avons dit qu'il est important d'associer les communautés à la base et surtout les organisations de la société civile qui sont les plus proches. C'est pourquoi, à travers un processus sélectif, nous avons retenu pour chaque site une ONG très implantée dans la localité, à qui nous avons confié un certain nombre d'activités, dont l'accompagnement des populations par la formation, la sensibilisation, l'appui technique. C'est un projet du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui couvrira 6 sites dans la région des Plateaux. Il est échelonné sur 24 mois et permettra à ces communautés de restaurer des galeries forestières et des forêts des terroirs villageois. La réduction de l'émission des gaz à effet de serre reste donc un défi à relever, peut-être grâce à l'Equity Crowdfunding l'Afrique finance l'Afrique, un projet de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER, destiné à promouvoir un développement durable au travers des énergies propres. C'est une plateforme de financement qui se veut participative et inclusive des acteurs du secteur public et privé en vue de rendre disponible l'énergie aussi bien en milieu rural qu'urbain. Pierre Soussoupe. La situation énergétique de la plupart des pays africains est caractérisée par une consommation massive à plus de 80% de la biomasse. Il faut donc promouvoir les énergies propres et assurer l'efficacité de la production de ces dernières. La Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables SABER lance officiellement au Togo l'Equity Crowdfunding l'Afrique finance l'Afrique, une plateforme de financement participatif pour accélérer la promotion et le financement du développement du continent à partir des projets d'énergie renouvelable tout en impliquant les secteurs publics et privés. C'est une plateforme qui est un financement participatif qui est destiné à l'ensemble des personnes qui désirent d'investir dans un projet donné. Donc c'est du crowd, c'est pour la foule, un intérêt de participer au développement durable de son pays, mais aussi un intérêt de gagner de l'argent. Donc quelqu'un peut se dire, j'ai une épargne que j'ai gardée, ce que je veux, c'est non seulement de participer au développement ou donner l'énergie ou donner à manger à des personnes que je pense que je pourrais éventuellement à travers l'argent que j'ai de participer à cela, mais aussi d'avoir un retour sur investissement. SABER se positionne pour assurer efficacement et durablement l'accès à l'énergie en milieu urbain et rural en Afrique. L'idée vraiment, c'est de s'appuyer sur des expertises aussi bien généralistes sur les énergies renouvelables, mais aussi sur la spécificité africaine, parce qu'encore une fois, il faut s'adapter au marché local. Donc ça, je dirais là-dessus, c'est s'entourer des bons experts autour. Depuis sa création en 2007, SABER et ses partenaires œuvrent aux côtés du gouvernement pour l'amener à tirer le maximum de profit du marché d'énergie propre et du carbone. Plusieurs partenaires de Self-Help Africa venus du Ghana, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo renforcent leur capacité en suivi, évaluation et en chaîne de valeur agricole. Une rencontre organisée par cette ONG internationale pour atteindre plus d'efficacité dans les différents projets et attirer ainsi plus de bailleurs désirés à l'œil. Dans son plan d'action, l'ONG internationale Self-Help Africa a
a mis l'accent sur le développement des chaînes de valeur agricoles qui favorisent la mise en place des entreprises agricoles paysannes et organisations des acteurs dans chaque filière. Pour atteindre les objectifs, il faut périodiquement renforcer les capacités des partenaires et les accompagner pour le développement de l'entrepreneuriat. Les différents partenaires venus du Ghana, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo se forment dans ce sens à Dapaon pour plus de performances dans le secteur. C'est pour renforcer les capacités de ces différents partenaires dans le domaine du suivi et l'évaluation. Et ceci parce que nous menons ensemble avec eux différents projets en faveur de communautés. Il est question d'être en mesure de rendre compte à travers le rapportage que nous faisons aux partenaires techniques et financiers pour bénéficier non seulement de leur confiance, mais également pour obtenir leur soutien et éventuellement des financements supplémentaires pour nous permettre de continuer notre travail. La rencontre qui s'ouvre ce 20 juillet 2015 à Dapaon prendra fin le 25 prochain et aura le mérite de doter les partenaires de capacités en matière de comptabilité de projet et établir des liens fonctionnels entre les différents acteurs d'une chaîne de valeur agricole et autres. Fin de la visite de Barack Obama au Kenya, visite axée sur des questions bilatérales comme l'économie et le développement, mais aussi des sujets sensibles en Afrique comme l'homosexualité. Le voyage de Barack Obama au Kenya était attendu en Afrique. Le président américain souhaite montrer à Nairobi qu'il est au rendez-vous, qu'il a des messages à faire passer. Parmi eux, les droits des homosexuels. Et Barack Obama de s'exprimer ce samedi sans équivoque dans ce continent où l'homosexualité reste illégale dans une majorité des pays. Je crois au principe selon lequel chacun doit être traité de manière égale devant la loi et que l'État ne devrait discriminer personne sur la base de son orientation sexuelle. Une mise au point qui a été entendue par son homologue Uhuru Kenyatta. Le président kenyan lui a répondu avec la même fermeté. C'est un fait que le Kenya et les États-Unis partagent tant de valeurs. Mais nous devons admettre qu'il y a des choses que nous ne partageons pas, que notre société, notre culture n'accepte pas. C'est pourquoi je répète que la question des droits homosexuels est pour nous un non-sujet. Mais la principale raison de la première venue d'un président américain au Kenya reste la lutte contre le terrorisme. Barack Obama s'est d'ailleurs rendu ce samedi sur le lieu de l'attentat contre l'ambassade américaine en 1998, attentat qui avait fait 213 victimes. 17 ans après, le Kenya continue d'être la cible des islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda. La lutte contre le terrorisme, il en sera aussi question en Éthiopie, où le président américain doit se rendre ce dimanche soir. Le Nigeria a subi une grave crise de grippe aviaire. 18 États sont touchés. La filière avicole est un secteur clé de l'économie nigériane grâce à l'exportation de volailles. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont aussi touchés par cet épisode-ci. Poulailler, aux boîtes pour ranger les œufs, tout est passé au désinfectant. Au Nigeria, plus de 300 fermes sont contaminées par la grippe aviaire. Plus de la moitié du pays est touché. Coupé en net la vente de poulet pour beaucoup de commerçants. Ils ne veulent pas acheter notre poulet à cause de la grippe aviaire. Le Nigeria n'est pas le seul pays concerné, car le virus a traversé ses frontières. Et l'épidémie s'est étendue au Burkina Faso, au Niger, à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Beaucoup de gens vont chercher des œufs dans différents pays proches. Ils ne prennent pas le temps de vérifier quel type de maladie il peut y avoir dans la région.
œufs sont déjà contaminés. D'après la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, il s'agit de l'une des pires crises qu'ait connue l'Afrique de l'Ouest depuis 10 ans. Lundi dernier, elle a réclamé 20 millions de dollars pour aider les pays touchés à éliminer les foyers du virus. En décembre dernier, le Nigeria avait déjà connu une épidémie de grippe aviaire qu'il avait réussi à contrôler. Depuis début 2015, plus d'1,5 million de poulets ont été abattus dans le pays, mais aucun décès humain n'a été déclaré. Au Togo, l'ONG Autopromotion rurale pour un développement humain et durable a réuni cette semaine les membres des cellules focales genre des ministères et les acteurs impliqués dans la problématique de l'équité genre pour leur permettre de mieux appréhender et de disposer des critères d'évaluation genre. Lucas Siadov Pakar, reportage. Selon le nouveau texte législatif, aucune communauté ne devrait occulter la femme de nos jours dans la répartition de la terre au sein des familles. Cependant, la plupart du temps dans nos régions, les réalités coutumières ou traditionnelles ne traitent pas encore la question sous le même angle. Alors que cette frange de la société très active représente plus de la moitié de la population, il convient de souligner qu'il s'agit là d'un réel problème de développement. Si aujourd'hui on ne leur donne pas de la terre, on sait que c'est une source de production qui génère des ressources nécessaires pour le développement de notre pays. Si on laisse en marge ces femmes qui représentent plus de la moitié de la population, nous ne pouvons pas accéder à un développement harmonieux et surtout inclusif. Un développement inclusif, certes, mais en tenant compte des réalités sociales des peuples. La société estime qu'en tant que femme, elle finira un jour par être mariée et risque d'emporter le patrimoine de la communauté ailleurs. Mais actuellement, notre nouveau code de la famille et des personnes physiques a tranché la question. Aujourd'hui, on est en train de vous proposer un nouveau code foncier qui est en phase avec la coutume. Il n'abolit pas la coutume, mais utilise la coutume justement pour promouvoir certaines questions qui ont été reléguées au second plan depuis longtemps. Il faudrait alors revisiter les considérations coutumières et faire du foncier un élément dynamique d'investissement en même temps qu'un patrimoine à préserver et sauvegarder. L'ONG Autopromotion rurale pour un développement durable ADHD ayant pris la question à cœur ne lâche pas prise en accentuant la sensibilisation aussi bien au niveau des communautés que dans l'administration. C'est vraiment un décalage entre les textes au niveau national qui sont conformes aux lois nationales que le Togo a signées, mais lorsque nous rentrons sur le terrain, nous voyons que les populations à la base sont déconnectées. Ils ne sont pas au courant de ces textes. Nos coutumes sont appelées à évoluer. Une évolution dans la dynamique identitaire, surtout dans le contexte de la mondialisation. L'ONG ADHD, dans cette bataille, a comme fer de lance les critères d'évaluation genre. Direction à Taparmé, les sages-femmes ont été formées sur les nouvelles techniques de réanimation du nouveau-né et de la prise en charge de la femme enceinte. Une initiative du ministère de la Santé pour relever le niveau de qualification de ces techniciennes de la santé maternelle et infantile. C'est un reportage de Yves Vivi. Doter les sages-femmes des outils adéquats pour arriver à des soins essentiels de base et à la réanimation du nouveau-né dans les centres de santé au Togo. Une rencontre initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Société togolaise des pédiatres et une formation financée par l'UNICEF et l'Église des Saints des derniers jours des USA. La formation qui va durer 4 jours doit permettre aux professionnels de la prise en charge de la femme et du nouveau-né dans les structures sanitaires d'agrandir
l'éventail de leurs connaissances pratiques pour des soins plus précis. Ils vont apprendre à réanimer le nouveau-né, à faire les premiers soins nécessaires dans les premières heures, la mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance, les soins du cordon et aussi les soins kangourous pour les enfants de petit poids. Donc c'est ce genre de formation qu'ils vont avoir pour renforcer les capacités qui sont déjà présentes au pays, pour mieux prendre en charge donc le nouveau-né. Cette formation, la deuxième du genre, et qui est assurée par des formateurs américains, répond selon Dobwe Kokusika, conseiller technique du ministre de la Santé, à une volonté, celle de relever la barre des performances sanitaires liées à l'enfant. Nous avons déjà les outils, nous avons renforcé les capacités, nous avons aussi bénéficié tant de l'État, aussi des partenaires, donc des équipements et autres. Je crois que maintenant il faut qu'on fasse le travail pour que les indicateurs très bientôt soient en conformité avec les investissements que les uns et les autres sont en train de faire sur le secteur. Sur 1000 naissances au Togo, selon l'Organisation des pédiatres du Togo, 1 sur 3 meurt de plusieurs maladies. Un taux élevé de mortalité infantile et néonatale lié à des insuffisances de soins. Des insuffisances que la série de formations permettra de corriger. La direction de la formation civique est en campagne nationale de vulgarisation de la politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Après Cara, la délégation est à l'étape de Daparan pour sensibiliser les populations sur les valeurs républicaines. Désiré Aloy. Le ministère en charge de la formation civique met les bouchées doubles pour remédier à l'incivisme grandissant au Togo. Depuis les années 90, avec l'avènement de la démocratie, la paix, la stabilité et les efforts de redressement économique sont touchés. Civique et l'éducation à la citoyenneté à sensibiliser les populations pour une prise de conscience afin de forger un nouveau type de citoyen togolais conscient de ses droits et devoirs dans la consolidation de la démocratie et le redressement socio-économique. Il est question d'amener tous les Togolais à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active. Une campagne nationale de la direction de la formation civique pour vulgariser le document de la politique nationale de la formation civique et à l'éducation à la citoyenneté est à l'étape de la région des Savanes. Il faudra recentrer le débat, ramener les Togolais à avoir confiance en eux-mêmes et construire le pays sous l'impulsion du président de la République, Faure Eswatini, qui veut faire de notre pays un pays émergent, un pays uni, un pays réconcilié avec lui-même. Et nous ne pourrons atteindre cet objectif si nous n'amenons pas les populations à s'approprier le contenu, les valeurs contenues dans la politique de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Une centaine d'acteurs de l'administration publique, des collectivités locales, des associations, des ONG et partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine du civisme et de la citoyenneté de la région des Savanes serviront de relais dans la population pour disséminer les valeurs de paix et de la citoyenneté, paramètres d'un vivre ensemble sur la terre de nos aïeux. Les chevaliers et dames du noble ordre de Marshall ont clôturé leur première assemblée générale du Conseil de la Cour d'État togolais ce matin par une messe d'action de grâce dite à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, Clarisse Aticle. C'est la joie et le bonheur qui sont manifestés par les marchaliers ici à
la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus au terme de la première assemblée générale du Conseil et de la Cour d'État Togo-Bénin. Cette messe concélébrée est présidée par le Père Révérend Père Laurent Bogo, aumônier du noble ordre de Marshall, a été dite en action de grâce à Dieu pour ses bienfaits durant les 3 jours de l'Assemblée générale. Nous avons vécu 3 jours d'intenses travaux. Nous avons prié ensemble. Nous avons réfléchi ensemble pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. D'abord au niveau interne de notre ordre, mais aussi de traiter des problèmes sociaux. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Il nous a comblés de grâce que nous allons pouvoir répandre d'abord en nous et autour de nous pour la bonne marche de notre ordre au Togo et au Bénin et partout où il est implanté. Réunis pour célébrer la bonté et la gratuité de Dieu, les Marshaliens ont été exhortés à la générosité pour ainsi suivre l'exemple de Dieu qui ouvre sa main pour rassasier son peuple. La gratuité de Dieu qui appelle notre générosité, la générosité de l'homme, puisse-t-il, ces Marshaliens, être généreux dans la société pour la transformer. Et à cela, j'ajoute aussi l'événement mondial qui nous intéresse en ces jours, c'est-à-dire le sommet des consciences, les Marshaliens, qui sont les leaders de l'Église catholique. Je crois qu'ils pourront contribuer par le dialogue avec ces autorités-là à avoir cette conscience mondiale pour transformer ce monde. D'une même voix, les Marshaliens ont prié pour l'Église Famille de Dieu, le Togo ainsi que ses dirigeants. Les chevaliers et dames du noble ordre de Marshall ont aussi imploré Dieu de les éclairer et de les encourager à mettre en application les décisions et les recommandations de l'Assemblée générale afin que l'ordre demeure un bel exemple de la fraternité chrétienne catholique. Et puis au temps du calvaire, l'heure était à l'apothéose de la journée de l'association des hommes, une 40e édition placée sous le thème L'homme et la moisson des âmes, Charlotte Moussimé. Ce culte dominical marque l'apothéose de la semaine nationale de l'association des hommes. Durant une semaine, ces hommes de l'Église, de l'Assemblée de Dieu, outre l'aspect spirituel, ont réfléchi sur des sujets d'ordre socioculturel, économique et éducatif, et ce, à travers des enseignements. L'Assemblée de Dieu a de ces départements pour donner l'occasion à chaque couche, les hommes, comme vous le voyez aujourd'hui, les femmes, les enfants, les jeunes, pour vraiment s'épanouir et démontrer les talents. Parce que chaque chrétien a reçu quelque chose devant Dieu pour démontrer et partager sa vie chrétienne. L'édition de cette année est axée sur le thème L'homme et la moisson des âmes. Pour mener donc à bien cette mission, le disciple doit maîtriser des stratégies pour la conquête des âmes. C'est d'ailleurs le message clé de la prédication du jour. Jésus a accompli une œuvre dans notre vie. Ce que Jésus a accompli, c'est un témoignage. Il y a des gens, par exemple, qui vivent dans une crainte totale. Ils ont peur de tout, ils ont peur des démons, ils ont peur des sorciers, ils ont peur des incantations. Nous avons quelqu'un qui nous a délivrés de cet esprit de peur. Et il a dit, ce n'est pas un esprit de peur que je vous donne, mais c'est un esprit de force et de puissance. Donc, à travers ce que Jésus a fait dans notre vie, nous pouvons vraiment rendre témoignage. Nous pouvons partager cela à d'autres personnes. Prière, adoration, louange ont été les moments forts de ce culte. Pour la circonstance, les hommes ont fait
d'une enveloppe financière à l'Église pour lui permettre de poursuivre l'œuvre divine. Par la même occasion, ils ont témoigné leur reconnaissance aux différents hommes de Dieu et soutenu leur père en situation difficile à travers des présents. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.